Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons continuer la lecture de l'œuvre de Victor Hugo, c'est-à-dire Le dernier jour d'un condamné. Et on en est au chapitre 13. Donc, un petit rappel. Donc, le condamné, c'est-à-dire le narrateur personnage, se trouve à Bicêtre. Cela fait 5 semaines qu'il est à Bicêtre et qu'il est condamné à mort. Il vient de nous décrire sa cellule, de nous lire les inscriptions murales qui sont écrites sur les murs de sa cellule. Et puis, il nous a expliqué bien avant d'où vient cette envie d'écrire son journal intime et de relater minute par minute, heure par heure, seconde par seconde même, ce qu'elle ressent. Voilà, ce qu'il ressent. Eh bien, on a compris qu'il est en train d'écrire afin de donner une leçon, de montrer vraiment qu'il ne faut pas condamner quelqu'un à mort. Et de montrer également la souffrance, surtout la souffrance morale par laquelle passe un condamné à mort avant son exécution. Donc on en est au chapitre 13. Donc le chapitre 13, dans le chapitre 13, le narrateur personnage nous raconte un événement auquel il a assisté, c'est le ferment ou le ferrage des forçats. C'est-à-dire qu'il s'agit du fait de ferrer les forçats qui sont à Bicêtre afin de les transférer au bagne, c'est-à-dire le bagne de Toulon. Donc pour aujourd'hui, nous allons lire uniquement le chapitre numéro 13, puisque c'est un chapitre qui est très long. C'est le deuxième chapitre le plus long de l'œuvre. J'ai vu ces jours passer une chose hideuse. Il était à peine jour, et la prison était pleine de bruit. On entendait ouvrir et fermer les lourdes portes, grincer les verrous et les cadenas de fer, carillonner les trousseaux de clés entrechoqués à la ceinture des geôliers, trembler les escaliers du haut en bas, sous des pas précipités, et des voix s'appeler et se répandre des deux bouts des longs corridors. Mes voisins de cachot, les forçats en punition, étaient plus gais qu'à l'ordinaire. Tout Bicêtre semblait rire, chanter, courir, danser. Donc là, le narrateur est en train de nous expliquer que il est encore tôt à Bicêtre, c'est vraiment très tôt, mais il y a quelque chose d'anormal. Donc nous avons beaucoup de bruit, on n'a pas ce calme ordinaire, les guichetiers, les geôliers courent, on entend ouvrir et fermer les portes des cellules, et on a également la voix ou bien les cris des forçats en punition qui sont anormalement heureux aujourd'hui. Ce n'est pas ordinaire. Donc là, nous avons une métonymie. Tout Bicêtre semblait rire. Donc ce n'est pas Bicêtre, mais ce sont les habitants, c'est-à-dire les personnes qui se trouvent à l'intérieur de Bicêtre qui sont en train de rire. Donc c'est une métonymie. Donc tout Bicêtre semblait rire, chanter, courir et danser. Nous avons également une gradation. Rire, chanter, courir, danser. Moi, seul muet dans ce vacarme. Donc muet, vacarme, c'est antithèse. Seul muet dans ce vacarme, seul immobile dans ce tumulte, étonné et attentif, j'écoutais. Donc lui, il ne comprend rien. Il écoute, il essaie de comprendre. Un geôlier passa, donc voilà, il va lui poser la question. Je me hasardai à l'appeler, à lui demander si c'était fête dans la prison. Est-ce que c'est une fête? Pourquoi donc? Puisque tout le monde rit, puisque tout le monde crie, donc est-ce que c'est une fête aujourd'hui dans la prison? Fête, si l'on veut, me répondit. C'est aujourd'hui qu'on va, donc voilà l'événement, eh bien c'est aujourd'hui qu'on va ferrer les forçats qui doivent partir demain pour Toulon. C'est-à-dire on va les ferrer aujourd'hui et c'est le lendemain qu'ils vont, voilà, donc c'est demain qu'ils vont partir. Voulez-vous voir? Cela va vous amuser. C'était en effet pour un reclus solitaire une bonne fortune qu'un spectacle. Voilà, donc c'est un spectacle. Puisque ça va l'amuser, donc c'est un spectacle. Donc pour lui, qui est seul, qui est dans le noir, qui ne voit personne, eh bien lui proposer de voir le spectacle, c'était quelque chose vraiment comme il l'a dit, une bonne fortune.
qu'un spectacle, si odieux qu'il fût, même si ce n'est pas un beau spectacle. J'acceptais l'amusement, c'est-à-dire j'ai dit d'accord. Donc le guichetier prit les précautions d'usage pour s'assurer de moi, puis me conduisit dans une petite cellule vide. Donc il va conduire le condamné dans une autre cellule. Pourquoi? Parce que dans sa cellule, il n'y a pas de fenêtre, mais dans l'autre cellule, il y a une fenêtre qui donne sur la cour et donc il peut regarder le spectacle comme il veut. Et absolument démeublé, qui avait une fenêtre grillée, mais une véritable fenêtre à hauteur d'appui, et à travers laquelle on apercevait réellement le ciel. « Tenez, me dit-il, d'ici, vous verrez et vous entendrez. Vous serez seul dans votre loge, comme le roi. » Puis il sortit et referma sur moi serrure, cadenas et verrou. Donc il a fermé bien la porte pour que le condamné ne tente pas de s'échapper. La fenêtre donnait sur une cour carrée, assez vaste, et autour de laquelle s'élevait des quatre côtés, comme une muraille, un grand bâtiment de pierre, de taille à 6 étages. Rien de plus dégradé, de plus nu, de plus misérable à l'œil que cette quadruple façade percée d'une multitude de fenêtres grillées auxquelles se tenaient collés, du bas en haut, une foule de visages, maigres et blêmes, pressés les uns au-dessus des autres, comme les pierres d'un mur, et tous, pour ainsi dire, encadrés dans les entrecroisements des barreaux de fer. C'étaient les prisonniers, spectateurs de la cérémonie, en attendant leur jour d'être acteurs. On eût dit des âmes en peine au soupirou du purgatoire qui donne sur l'enfer. Donc, contrairement à lui, donc lui qui se trouve dans une cellule tout seul, qui peut regarder tranquillement le spectacle, eh bien de l'autre côté se trouvent les détenus, les forçats, hein, qui sont encore dans leur cellule, qui ne vont pas être transférés aujourd'hui. Donc ils sont dans leur fenêtre, accrochés, pressés, c'est-à-dire ils ne regardent pas tranquillement et confortablement. Tous regardaient en silence la cour vide encore. La cour est encore vide, c'est-à-dire le spectacle n'a pas encore commencé. Ils attendaient. Parmi ces figures éteintes et mornes, ça et là brillaient quelques yeux perçants et vifs comme des points de feu. Le carré de prison qui enveloppe la cour, donc c'est, on va dire, c'est le plan, c'est la prison vue d'en haut, eh bien le carré de prison qui enveloppe la cour, voilà, donc on a la cour et on a les cellules, la prison qui entoure la cour. Le carré de prison qui enveloppe la cour ne se referme pas sur lui-même. Un des 4 pans de l'édifice, celui qui regarde le levant, est coupé vers le milieu et ne se rattache au pan voisin que par une grille de fer. Cette grille s'ouvre sur une seconde cour plus petite que la première et comme elle bloquée de murs et de pignons noirâtres. Tout autour de la cour principale. Les bancs de pierre s'adossent à la muraille. Au milieu se dresse une tige de fer courbé destinée à porter une lanterne. Midi sonna. Une grande porte cochère cachée sous un enfoncement s'ouvrit brusquement. Une charrette, escortée d'espèces de soldats sales et honteux, en uniforme bleu, à épaulettes rouges et à bandoulières jaunes, entra lourdement dans la cour avec un bruit de ferraille. C'était la chiourme et les chaînes. Voilà, donc il nous a décrit la cour, comment elle est la cour, et puis à midi exactement, nous avons une charrette qui entre. Donc c'est une charrette où il y a des soldats, où il y a des qui entrent dans la cour. C'est la chiourme et les chaînes. La chiourme, on peut dire que c'est cet ensemble de soldats qui escortent les prisonniers. En même instant, comme si ce bruit réveillait tout le bruit de la prison. Les spectateurs des fenêtres, c'est-à-dire les forçats qui sont encore dans leurs cellules, jusqu'alors silencieux et immobiles, éclatèrent en cris de joie, en chansons, en menaces, en précautions mêlées d'éclats de rire poignants à entendre. On eût cru voir des masques de démons. Sur chaque visage parut une grimace. Tous les poings sortirent des barreaux, toutes les voix hurlèrent, tous les yeux flamboyèrent et je fus épouvanté de voir tant d'étincelles reparaître dans cette cendre.
Cependant, les argousins, parmi lesquels on distinguait à leurs vêtements propres et à leur effroi quelques curieux venus de Paris, les argousins se mirent tranquillement à leur travail, à leur besogne. L'un d'eux monta sur la charrette et jeta à ses camarades les chaînes, les colliers de voyage et les liasses de pantalons de toile. Voilà. Donc les argousins, ce sont les personnes qui vont s'occuper, qui vont faire et exécuter ce ferrage. Voilà, ce ferment, c'est-à-dire c'est eux qui vont veiller à ce que en faire les forçats. Donc on jette des chaînes, voilà, donc des chaînes afin de les menotter, voilà. Les colliers de voyage. Les colliers de voyage, c'est une sorte de collier qu'on met autour du cou du forçat. Donc les forçats, ce sont les personnes qui sont condamnées aux travaux forcés. On peut les appeler également les galériens. Sauf que les forçats vont partir au bagne afin de faire et d'exécuter ce qu'on appelle les travaux forcés. Par contre, les galériens, ce sont des personnes qui sont condamnées aux travaux forcés, sauf que ce sont des personnes qui vont exécuter, qui vont faire les travaux forcés dans un bateau, soit de commerce ou bien un bateau de guerre. Donc les galériens, ce sont les personnes qui rament en bas du bateau afin de faire pousser le bateau. Alors, les colliers de voyage et les liasses de pantalons de toile. Alors, ils se dépaissèrent le travail. Les uns allèrent étendre dans un coin de la cour les longues chaînes qu'ils nommaient dans leur argot les ficelles. Donc, les chaînes dans la langue utilisée par les condamnés aux travaux forcés, on les appelle des ficelles. Les autres déployèrent sur le pavé les taffetas, les chemises et les pantalons, tandis que les plus sagaces examinaient un à un, sous le soleil, sous l'œil de leur capitaine, petit vieillard trapu, les carcans de fer qu'ils éprouvaient ensuite en les faisant étinceler sur le pavé. Le tout aux acclamations railleuses des prisonniers, dont la voix n'était dominée que par les rires bruyants des forçats pour qui cela se préparait, et qu'on voyait relégués aux croisées de la vieille prison qui donne sur la petite cour. Quand ces apprêts furent terminés, un monsieur brodé en argent, c'est-à-dire un gradé, qu'on appelait monsieur l'inspecteur, donna un ordre au directeur de la prison. Donc il donne même un ordre au directeur de la prison, donc c'est une personne gradée. Et un moment après, voilà que 2 ou 3 portes basses vomirent presque en même temps. Donc vomir, vraiment c'est une métaphore. Donc les portes qui vomissent, donc métaphore mais aussi une personnification. Donc vomir presque en même temps, c'est pour montrer que les 3 portes, lorsqu'elles se sont ouvertes, les condamnés sont sortis d'un seul coup, comme si les portes les ont vomis. Voilà. Et qu'on part bouffer dans la cour des nuées d'hommes hideux, métaphore encore, des nuées d'hommes hideux, hurlant et déguenillés. C'était des forçats. À leur entrée, redoublement de joie aux fenêtres, c'est-à-dire lorsque ces forçats-là sont entrés dans la cour, eh bien, les autres forçats qui sont encore dans leur cellule et qui regardent le spectacle, eh bien, ils sont davantage plus joyeux, plus dissipés. Voilà. Quelques-uns d'entre eux, les grands noms du bagne, furent salués d'acclamations et d'applaudissements qu'ils recevaient avec une sorte de modestie fière. Donc on peut parler là d'un oxymore, modestie fière, modeste et fière. La plupart avaient des espèces de chapeaux tressés de leurs propres mains avec la paille du cachot, et toujours d'une forme étrange, afin que dans les villes où l'on passerait, le chapeau fût remarqué la tête. Cela était plus applaudi encore. Donc il y en a un parmi ces personnes, surtout excita des transports d'enthousiasme. Un jeune homme de 17 ans, qui avait un visage de jeune fille. Il sortait du cachot où il était au secret depuis 8 jours. De sa botte de paille, donc en utilisant la paille et sa botte de paille, il s'était fait un vêtement qui l'enveloppait de la tête aux pieds. Il entra dans la cour en faisant la roue sur lui-même avec l'agilité d'un serpent. C'était un balandin condamné pour vol. Il y eut une rage de battements de mains
et de cris de joie. Les galériens y répondaient, et c'était une chose effrayante que cet échange de gaieté entre les forçats en titre et les forçats aspirants. C'est-à-dire les forçats en titre, ce sont les personnes qui vont être transférées aujourd'hui, et les forçats aspirants, c'est-à-dire les forçats qui sont encore dans leur cellule et qui vont être transférés également au bagne de Toulon la prochaine fois. La société avait beau être là, représentée par les geôliers et les curieux épouvantés, le crime la narguait en face, et de ce châtiment horrible faisait une fête de famille. À mesure qu'ils arrivaient, on les poussait entre deux haies de garde-chiourme, dans la petite cour grillée où la visite des médecins les attendait. C'est là que tous tentaient un dernier effort pour éviter le voyage, alléguant quelques excuses de santé, les yeux malades, la jambe boiteuse, la main mutilée. Donc, chacun de ces forçats qui vont être ferrés aujourd'hui, eh bien, ils avancent quelques excuses, comme quoi ils ont des problèmes de santé afin d'éviter ce voyage, afin d'éviter de partir au bagne. Mais malgré tout, on les trouvait toujours bons pour le bagne. Et alors chacun se résignait avec insouciance, oubliant en peu de minutes sa prétendue infirmité de toute la vie. La grille de la petite cour s'ouvrit. Un gardien fit l'appel par ordre alphabétique. Et alors, ils sortirent un à un, et chaque forçat s'alla rangé debout dans un coin de la grande cour, près d'un compagnon donné par le hasard de sa lettre initiale. Ainsi, chacun se voit réduit à lui-même. Chacun porte sa chaîne pour soi, côte à côte avec un inconnu. Et si par hasard un forçat a un ami, la chaîne l'en sépare. Dernière misère. Quand il y en eut à peu près une trentaine de sorties, on referma la grille. Un argousin les aligna avec son bâton, jeta devant chacun d'eux une chemise, une veste et un pantalon de grosse toile, puis fit un signe et tous commencèrent à se déshabiller. C'est-à-dire, ils vont enlever leurs vêtements, ils vont mettre les vêtements qu'on leur donne. Donc, ils vont se déshabiller complètement dans la cour. Un incident inattendu vint, c'est-à-dire il y a quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas et qui est venu, qu'on m'a point nommé, changer cette humiliation en torture. Le fait que on se déshabille pour mettre ses vêtements, en elle-même, c'est le fait, en lui-même, c'est un fait qui est une sorte d'humiliation. Mais ce qui est arrivé maintenant, ce qui est tendu et qui vient de tomber, c'est la pluie, donc qui commence à tomber, et c'est quelque chose qui va rendre cette humiliation en torture. Jusqu'alors, le temps avait été assez beau, et si la bise d'octobre refroidissait l'air de temps en temps aussi, elle ouvrait, çà et là, les brumes grises du ciel, une crevasse par où tombait un rayon de soleil. Mais à peine les forçats se furent-ils dépouillés de leurs haillons de prison, c'est-à-dire lorsqu'ils se sont déshabillés, au moment où ils s'offraient nus, ils étaient nus et debout à la visite soupçonneuse des gardiens et au regard curieux des étrangers qui tournaient autour d'eux pour examiner leurs épaules, le ciel devint noir. Une froide averse d'automne éclata brusquement et se déchargea à torrent dans la cour carrée, sur les têtes découvertes, sur les membres nus des galériens, sur leurs misérables saillants étalés sur le pavé. Donc la pluie commence à tomber, ça fait froid, et donc cette humiliation, le fait de se déshabiller est devenu une vraie torture. En un clin d'œil, le préau se vida de tout ce qui n'était pas argousin ou galérien. Les curieux de Paris allèrent s'abriter sous les auvents des portes. Cependant la pluie tombait à flots. Voilà, une grosse averse. On ne voyait plus dans la cour que les forçats, nus et ruisselants. Sur le pavé noyé, un silence morne avait succédé à leur bruyante bravade. Ils grelottaient, ils tremblaient, leurs dents claquaient, donc il fait froid, ils ont froid. Leurs jambes maigries, donc c'est à cause de la pluie et du froid. Leurs genoux noueux s'entrechoquaient, c'était pitié de les voir appliqués sur leurs membres bleus. Ces chemises trempées, donc déjà les vêtements qu'ils vont porter, ce sont des vêtements qui sont déjà mouillés, des vêtements qui sont déjà trempés. Ces vestes, ces pantalons dégoûtants
de pluie, la nudité eût été meilleure. C'est-à-dire, le fait de ne pas porter de vêtements, ça aurait été plus meilleur. Un seul, un vieux, avait conservé quelque gaieté. Il s'écria, en s'essuyant avec sa chemise mouillée, que cela n'était pas dans le programme, puis se prit à rire en montrant le poing au ciel. Quand ils eurent revêtu les habits de route, on les mena par bande de 20 ou 30 à l'autre coin du préau, où les cordons allongés à terre les attendaient. Ces cordons sont de longues et fortes chaînes coupées transversalement, de 2 en 2 pieds par d'autres chaînes plus courtes, à l'extrémité desquelles se rattache un carcan carré qui s'ouvre au moyen d'une charnière pratiquée à l'un des angles et se ferme à l'angle opposé par un boulon de fer rivé pour tout le voyage sur le cou du galérien. Quand ces cordons sont développés à terre, ils figurent assez bien la grande arête d'un poisson. On fit asseoir les galériens dans la boue, sur les pavés inondés. On leur essaya les colliers. Donc on va essayer de leur mettre les colliers autour de leur cou. Puis 2 forgerons de la chiourme, armés d'enclumes portatives, les leurs rivèrent à froid à grands coups de masse de fer. C'est un moment affreux, où les petits hardis pâlissent. Voilà, donc c'est vraiment un moment qui est très difficile. Même les personnes les plus courageuses ont peur en cet instant-là, parce qu'il s'agit effectivement de mettre sa tête sur une enclume, et on leur met le carcan de fer, le collier de voyage autour de la tête, et le forgeron doit frapper avec son marteau très fort sur un boulon qui va fermer ce carcan de fer, c'est-à-dire ce collier de voyage. Et vraiment, si on fait un mouvement d'avant ou bien un mouvement en arrière, eh bien, le marteau risque de frapper le crâne du condamné. C'est un moment affreux où les plus hardis pâlissent. Chaque coup de marteau asséné sur l'enclume appuyé à leur dos fait rebondir le menton du patient. Le moindre mouvement d'avant en arrière lui fera sauter, c'est-à-dire lui fera exploser le crâne comme une coquille de noix. Après cette opération, ils devinrent sombres. On n'entendait plus que le grelottement des chaînes, et par intervalles un cri et le bruit sourd du battant des gardes-chiourmes sur les membres des récalcitrants. Il y en eut qui pleurent. Les vieux frissonnaient et se mordaient les lèvres. Je regardais avec terreur tous ces profits sinistres dans leur cadre de fer. Ainsi, après la visite des médecins, la visite des geôliers, après la visite des geôliers, le ferrage, 3 actes à ce spectacle. Voilà, donc le condamné, il compare le ferrage de forçat à un spectacle où il y a 3 actes, c'est-à-dire ça commence par la visite des médecins, puis la visite des geôliers, et après, enfin, donc nous avons la visite, donc nous avons le ferrage des forçats. Un rayon de soleil reparut. On eût dit qu'il mettait le feu à tous ses cerveaux. Les forçats se levèrent, à la fois comme par un mouvement convulsif. Les 5 cordons se rattachèrent par les mains et tout à coup se formèrent en ronde immense autour de la branche de la lanterne. Ils tournaient à fatiguer les yeux. Ils chantaient une chanson du bagne, une romance d'argot, sur un air tantôt plaintif, tantôt furieux. Et gai, on entendait par intervalles des cris grêles, des éclats de rire déchirés et haletants se mêlaient aux mystérieuses paroles, puis des acclamations furibondes, et les chaînes s'entrechoquaient en cadence servaient d'orchestre à ce chant, plus rauque que leur bruit. Si je cherchais une image du sabbat, je ne la voudrais ni meilleure ni pire. On apporta dans le préau un large baquet. Les gardes-chiourmes rompirent la danse des forçats à coups de bâton et les conduisirent à ce baquet dans lequel on voyait nager je ne sais quelles herbes dont je ne sais quel liquide, fumant et sale. Ils mangèrent. Donc, même la nourriture de ces forçats, c'est vraiment une soupe, un bouillon qui ne donne pas envie de manger. Puis, ayant mangé, ils jetèrent sur le pavé ce qui restait de leur soupe et de leur pain bis
et se remirent à danser et à chanter. Il paraît qu'on leur laisse cette liberté le jour du ferrage et la nuit qui suit. J'observais ce spectacle étrange avec une curiosité si avide, si plaintive, si palpitante, si attentive, que je m'étais oublié moi-même. Donc il les observait, il a oublié sa situation. Un profond sentiment de pitié me remuait jusqu'aux entrailles, et le rire me faisait pleurer. Tout à coup, à travers la rêverie profonde où j'étais tombé, je vis la ronde hurlante s'arrêter et se taire. Puis, tous les yeux se tournèrent vers la fenêtre que j'occupais. Donc, ils ont commencé à condamner. Donc lui, au début, il était spectateur et eux étaient spectacles. Maintenant, nous avons renversement de situation. C'est lui qui va devenir spectacle et c'est les condamnés, les forçats qui vont devenir spectateurs. Donc ils ont commencé à crier le condamné puisque voilà, ils l'ont vu. Le condamné, crièrent-ils tous en me montrant du doigt, et les explosions de joie redoublèrent. Je restais pétrifié. J'ignore d'où ils me connaissaient et comment ils m'avaient reconnu. « Bonjour, bonsoir » me crièrent-ils avec le ricanement atroce. Un des plus jeunes, condamné aux galères perpétuelles, face luisante, visage luisant et plombé, me regarda d'un air d'envie en disant « Il est heureux, il sera rogné, adieu camarade ». Rogné, c'est-à-dire qu'on va lui couper la tête. Je ne puis dire ce qui se passait en moi. J'étais leur camarade en fait. En effet, voilà, c'est vrai, je suis leur camarade. La grève est sœur de Toulon, c'est-à-dire la grève, c'est comme Toulon. La grève, on exécute les gens, c'est là où on guillotine les gens. À Toulon, c'est là où on applique vraiment la peine des travaux forcés. Donc, les deux lieux, ce sont des lieux où on exécute la condamnation, c'est-à-dire la sentence. J'étais même placé plus bas qu'eux. Ils me faisaient honneur, je frissonnais. Oui, leurs camarades. Et quelques jours plus tard, j'aurais pu aussi, moi, être un spectacle pour eux. C'est-à-dire, je vais devenir un spectacle pour eux. J'étais demeuré à la fenêtre, immobile, perclus, paralysé. Une gradation, donc. Immobile, perclus, paralysé. Mais quand je vis les 5 cordons s'avancer, se ruer vers moi, donc les 5 cordons, c'est-à-dire les 5 chaînes, voilà, les personnes qui sont là, qui sont attachées avec ces chaînes, donc se ruer vers moi, courir vers moi, devant ma fenêtre, avec des paroles d'une infernale cordialité, un oxymore, infernale cordialité. Quand j'entendis le tumultueux fracas de leurs chaînes, de leurs clameurs, de leurs pas au pied du mur, il me sembla que cette nuée de démons escaladait ma misérable cellule. Donc il a eu peur. Je poussai un cri. Il a eu l'impression que ces personnes-là vont monter dans sa cellule. Je me jetai sur la porte d'une violence à la briser, mais pas moyen de fuir. Les verrous étaient tirés en dehors. Je heurtai, j'appelai avec rage. Puis, il me sembla entendre de plus près encore les effrayantes voix des forçats. Donc, il croit que ces forçats montent dans sa cellule. Je crus voir leur tête hideuse paraître déjà au bord de ma fenêtre. Je poussai un second cri d'angoisse et je tombai évanoui. Voilà, donc là c'est la fin du chapitre. C'est un chapitre qui raconte un événement auquel le narrateur a assisté, le ferrage des forçats, afin de les transférer au bagne de Toulon. Donc le narrateur, ou bien cet événement, ce n'est pas un événement qui est unique, ça ne se passe pas une seule fois dans la vie, mais c'était une réalité, c'est-à-dire tous les forçats, toutes les personnes qui étaient condamnées aux travaux forcés, passer par cette épreuve, c'est-à-dire on les ferrait afin de les transférer au bagne. Ce n'est pas uniquement à Bicêtre, mais dans toutes les prisons de la France, afin de les envoyer purger leur peine, travaux forcés, bien sûr, au bagne de Toulon. Voilà. Donc, la prochaine fois, nous allons lire les chapitres 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Donc, à la prochaine.